Nous commençons la première partie du cours sur le bonheur, la quête du bonheur, une entreprise vaine et sans fin. Point d'interrogation. Nous allons lire un texte de Hobbes qui permet d'illustrer, ou plutôt vraiment d'incarner le problème dont il est question. Et nous verrons peut-être, enfin, moi oui, vous non, je ne vous revois pas la semaine prochaine. Nous verrons peut-être des extraits d'un film qui me tient à cœur et qui s'appelle Scarface. Alors, je lis le texte. C'est tiré du chapitre 11 de la diversité des mœurs du Léviathan. La félicité est une progression ininterrompue du désir allant d'un objet à un autre, de telle sorte que parvenir au premier n'est jamais que la voie menant au second. La cause en est que l'objet du désir d'un humain n'est pas de jouir une fois seulement et pendant un instant, mais de ménager pour toujours la voie de son désir futur. Et donc, les actions volontaires et les penchants de tous les humains ne visent pas seulement à se procurer une vie heureuse, mais encore à la garantir. Et ils diffèrent seulement dans la voie qu'ils suivent, ce qui provient pour une part de la diversité des passions existant chez diverses personnes, et pour une autre part de la différence de connaissances ou d'opinion que chacun a des causes produisant l'effet désiré. C'est pourquoi je place au premier rang, à titre de penchant universel de tout le genre humain, un désir inquiet d'acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse seulement qu'à la mort. Okay. Alors, je doute que tout le monde ait lu le texte avec moi. Vous allez le relire et je vais vous poser quelques questions. Voilà, punition. Première question. Enfin, d'ailleurs, seule question que je vais vous poser. Pourquoi, d'après Hobbes, la quête du bonheur chez l'être humain est-elle vouée à l'échec? Pourquoi, d'après Hobbes, la quête du bonheur est-elle vouée à l'échec? Voilà. Dans 10 minutes, je veux des réponses. Ouais. La question c'est, pourquoi selon Hobbes, la quête du bonheur est-elle vouée à l'échec?
Mhm. Par passion. C'est quelle ligne? Bah, il y a tout simplement différentes passions qui peuvent animer diverses personnes, c'est-à-dire la colère, la haine, l'amour, le désir, etc., etc., l'honneur. Et donc, ce qui explique que on a des opinions différentes sur la manière de parvenir au bonheur, c'est que nous sommes animés de différentes passions. Et d'autre part, nous avons des différences de connaissances ou d'opinions. Alors, une idée. Pourquoi est-ce que d'après Hobbes, la quête du bonheur est-elle vouée à l'échec? Ouais, l'humain veut toujours plus. Alors, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait exact non plus. Il y a quelque chose de paradoxal chez l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain désire? Toujours plus, effectivement.
Mais en réalité, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse pour pouvoir continuer à désirer? Ouais. Oui, plutôt votre voisin du fond, Batman. Oui, et donc, qu'est-ce que l'être humain va finir par rechercher? Une satisfaction continue, et quel est le meilleur moyen de la garantir? Oui. Oui, c'est exact, mais du coup, qu'est-ce que l'être humain doit rechercher rationnellement? Est-ce qu'il recherche le bonheur? Il recherche la puissance. C'est-à-dire qu'il va rechercher plutôt que le bonheur, il va rechercher le moyen de le conserver, à savoir la puissance. Ok. Alors, je relis le texte et j'en fais une analyse. Ce qu'explique Hobbes, contrairement à tout ce que nous avions pu dire en introduction, c'est que le bonheur n'est pas un état, c'est un mouvement. C'est une puissance au sens grec du terme, une dynamis, c'est-à-dire un mouvement. Oui. La félicité est une progression ininterrompue du désir, allant d'un objet à l'autre. C'est ça que j'entends par mouvement. Le bonheur n'est pas un état qui est statique, c'est un état, c'est une dynamique, c'est un mouvement. Le bonheur consiste à passer sans cesse d'un objet à l'autre, par la satisfaction perpétuelle du désir. Ouais. Non, il dit que c'est la progression ininterrompue du désir allant d'un objet à l'autre, c'est-à-dire le passage d'une satisfaction à une autre sans interruption. Sans interruption. Et on peut donc en conclure que pour Hobbes, la quête du bonheur n'est pas la quête d'un but, d'une fin en soi, mais exactement comme la faim, F-A-I-M, un besoin qu'on comble sans cesse, de manière régulière. La question est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui explique en fait cette nature de la félicité chez l'être humain? Pourquoi s'agit-il d'une insatisfaction permanente qui demande une satisfaction perpétuelle? Et Hobbes le dit, la cause en est que l'objet du désir d'un humain n'est pas de jouir une fois seulement, et pendant un instant, mais de ménager pour toujours la voie de son désir futur. Autrement dit, ce qui fait la différence, et j'y reviendrai peut-être à travers un texte de Nietzsche, qui est sublime en plus, euh, ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, c'est la conscience du futur. C'est la capacité à projeter son désir au-delà de l'instant en imaginant qu'il durera toujours. Or, comme la nature du désir, c'est de ne pas durer, c'est d'être satisfait et de s'éteindre, l'être humain va être hanté par la crainte de ne plus pouvoir satisfaire ses désirs.
Je me rappelle très bien quand j'étais petit, j'étais très inquiet à l'idée que le soleil s'éteigne un jour dans quelques millions d'années. Et ma mère me faisait remarquer, oui, mais dans quelques millions d'années, mon grand, tu seras plus là, hein. J'étais là. Ah oui, c'est encore plus emmerdant en fait. C'est-à-dire que l'être humain est perpétuellement hanté par l'avenir, ce qui fait qu'il va vivre le présent à l'imparfait, comme si c'était voué à disparaître, comme si euh, les satisfactions qu'il pouvait avoir dans le moment présent ne pouvaient pas être euh, l'objet d'une jouissance présente. En fait, quand on est heureux dans l'instant, on sait que cet instant ne va pas durer. Et on essaye de s'y cramponner, et ça ne fonctionne pas. Ouais. Alors justement, non. Il fait que... donc la question de votre camarade, je la reformule pour le micro. Est-ce que ça fait que l'instant présent est plus intense? La réponse est non, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense au contraire que ça vient gâcher la jouissance présente, en fait. Le, Nietzsche, je vais finir par vous lire ce texte parce que je le trouve splendide. Nietzsche dit en fait il y a que l'enfant et l'animal qui sont capables de penser que le présent va durer toujours. Puis c'est la fin des grandes vacances. Et là l'enfant comprend que le présent ne dure pas toujours. Et plus il vieillit, plus il va se rendre compte que le présent euh, s'échappe, en fait, se dérobe sous nos pieds. Et c'est exactement ce qu'explique Hobbes, en fait. Hobbes nous dit, le désir, c'est ce qui propulse l'être humain vers le futur, comme dirait Arnold Schwarzenegger, big mistake. Grossière erreur. Le désir est ce qui va propulser l'être humain vers le passé, c'est-à-dire vers la crainte de la perte. D'où le fait que la quête du bonheur se transforme progressivement en angoisse, exactement, en inquiétude, en quête de puissance pour conserver ce qu'on a. Et en fait, c'est ça la dimension paradoxale de la quête du bonheur. C'est que toutes nos facultés nous poussent à rechercher le bonheur et toutes nos facultés nous poussent à foirer lamentablement cette quête. Parce que euh, notre désir nous pousse à toujours vouloir plus, c'est ce qui nous projette vers l'avenir, mais euh, ces facultés nous poussent aussi à craindre la disparition de ce que nous avons, et ça nous pousse vers la conservation, ça nous pousse vers le sentiment de la perte. Et finalement, on finit par vivre le présent avec nostalgie. C'est étrange. C'est ça, sortir de l'enfance, en fait. Alors, il y a un texte de Nietzsche que je voudrais vous retrouver, qui est splendide, que je ne vous ai pas donné, mais qui est vraiment très beau. C'est un texte qui est tiré de la seconde considération inactuelle qui porte sur l'histoire. Quand on fera, je ne sais plus s'il faut que je vous fasse un cours sur l'histoire, il faudrait que je revoie le programme, mais à la limite, si on est en contrôle continu, on pourra quand même le faire. Nietzsche, donc, seconde considération inactuelle de l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie. C'est le tout début du texte.
Observe le troupeau qui paît sous tes yeux. Il ne sait ce qu'est hier ni aujourd'hui, il gambade, broute, se repose, digère, gambade à nouveau, et ainsi du matin au soir, et jour après jour, étroitement attaché par son plaisir et son déplaisir au piquet de l'instant, et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie, ni dégoût. C'est là un spectacle éprouvant pour l'homme qui regarde, lui, l'animal du haut de son humanité, mais envie néanmoins son bonheur, car il ne désire rien d'autre que cela, vivre comme un animal, sans dégoût ni souffrance, mais il le désire en vain, car il ne le désire pas comme l'animal. Il ne le désire pas comme l'animal. L'homme demanda peut-être un jour à l'animal, pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur? Pourquoi restes-tu là à me regarder? Ça me fait penser à certains élèves. L'animal voulut répondre et lui dire, cela vient de ce que j'oublie immédiatement ce que je voulais dire. Mais il oublia aussi cette réponse et resta muet, et l'homme de s'étonner. Mais il s'étonne aussi de lui-même de ne pouvoir apprendre l'oubli et de toujours rester prisonnier du passé. Aussi loin, aussi vite qu'il court, sa chaîne court après lui, c'est un véritable prodige. L'instant aussi vite arrivé qu'évanoui, aussitôt échappé du néant que rattrapé par lui, revient cependant comme un fantôme, troubler la paix d'un instant ultérieur. L'une après l'autre, les feuilles se détachent du registre du temps, tombent en virevoltant, puis reviennent soudain se poser sur les genoux de l'homme. Celui-ci dit alors « Je me souviens », et il envie l'animal qui oublie immédiatement, et voit réellement mourir chaque instant, retomber dans la nuit et le brouillard, à jamais évanoui. L'animal en effet vit de manière non historique. Il se résout entièrement dans le présent comme un chiffre qui se divise sans laisser de reste singulier. Il ne sait simuler, ne cache rien, et apparaissant à chaque seconde tel qu'il est, ne peut donc être que sincère. L'homme en revanche s'arc-boute contre la charge toujours plus écrasante du passé, qui le jette à terre ou le couche sur le flanc, qui entrave sa marche comme un obscur et invisible fardeau. Ce fardeau, il peut à l'occasion affecter de le nier, et, dans le commerce de ses semblables, ne le nie que trop volontiers, afin d'éveiller leur envie. Mais il s'émeut, comme au souvenir d'un paradis perdu, en voyant le troupeau à la pâture, ou bien, plus proche et plus familier, l'enfant, qui n'a pas encore un passé à nier, et qui joue aveugle et comblé entre les barrières du passé et de l'avenir. Il faudra pourtant que son jeu soit troublé, et on ne viendra que trop tôt l'arracher à son inconscience. Il apprendra alors à comprendre le mot c'était, formule qui livre l'homme au combat, à la souffrance et au dégoût, et lui rappelle que son existence n'est au fond rien d'autre qu'un éternel imparfait. Lorsqu'enfin la mort apporte l'oubli désiré, elle supprime également le présent et l'existence, scellant ainsi cette vérité qu'être n'est qu'un continuel avoir été, une chose qui vit de se nier et de se consumer, de se contredire elle-même. C'est beau, hein? On dirait presque qu'il n'est pas allemand, qu'il écrit en français. Alors, c'est exactement, d'une certaine manière, ce qu'expliquait Hobbes plus de 2 siècles avant Nietzsche. Hobbes explique que l'être humain est une créature mal faite, puisque tout le destine à rechercher le bonheur, et tout le destine à échouer dans cette recherche. Ce qui commence comme une quête du bonheur finit comme une angoisse. Et c'est ça qui est en plus le plus étonnant, c'est que cette angoisse est au fond celle de la mort, celle de ne plus pouvoir euh, avoir de plaisir. Et c'est pourtant la mort qui vient de nous délivrer de cette angoisse. Alors, je pense sincèrement, si jamais on abandonne le contrôle terminal, je pense sincèrement finir l'année sur Nietzsche. On va lire du Nietzsche, du Nietzsche, du Nietzsche.
Ça va être très très bien, parce que c'est le seul écrivain valable en philosophie avec Platon. Les autres, à Kant, c'est pas franchement un littéraire, hein. Et d'ailleurs, je le prouve. Grand 2, le bonheur, un idéal de l'imagination, et vous allez voir que Kant n'est pas un écrivain. Ah non, Hobbes écrit avec ses pieds. Non, non, des grands stylistes, il y en a peu. Il y a Kierkegaard, il y a Nietzsche. Hegel, ouais, bien sûr. Ouais. Hegel, c'est catastrophique. Les- ouais. Je sais plus qui a dit la philosophie, c'est un petit peu comme la Russie en été. C'est plein de marécages et c'est souvent envahi par les Allemands. Mais c'est exactement ça. Alors, on va lire un texte de Kant, ben voilà, qui est à la fois allemand et marécageux. Donc, c'est la section 2 de la fondation de la métaphysique des mœurs, texte que nous avons déjà rencontré, et quand on avait étudié le sentiment de respect, et qui porte précisément sur la dimension paradoxale, la dimension problématique plutôt, euh, de la notion de bonheur. Il va falloir que je vous fasse un cours de philosophie des sciences à partir de ce texte, et je vais le faire maintenant en fait. On va ouvrir une grande parenthèse qui va être une parenthèse d'épistémologie, c'est-à-dire de théorie de la connaissance. Donc, l'ouvrage le plus lu, le plus commenté, euh, le plus fondateur aussi de la philosophie kantienne, c'est un ouvrage qui s'appelle La critique de la raison pure. Cet ouvrage est un ouvrage de philo de la connaissance, c'est-à-dire d'épistémologie. Et il répond à une question en apparence simple: que puis-je connaître? Que puis-je connaître? Alors, pour Kant, la source de toute connaissance est la sensibilité. La sensation, qui a pour objet le phénomène, est la matière de toutes nos connaissances. Je pense qu'on ne pourrait pas mieux dire. La sensation fournit la matière de toutes nos connaissances. Mais il faut distinguer, dit Kant, entre la matière de la sensation et sa forme. Et en fait, il faut expliquer ce que c'est que la forme de la sensation. Pour Kant, tout le phénoménal, c'est-à-dire tout ce qui nous apparaît, tout ce que l'on perçoit,
est informé par deux formes a priori. Deux formes a priori de la sensibilité. Ouais. Est informé par deux formes a priori de la sensibilité. Il y a une forme externe qui est l'espace. Et une forme interne qui est le temps. Et ce que dit Kant, c'est que ce sont des formes a priori. C'est-à-dire que l'espace et le temps sont le cadre de toutes mes expériences sensibles. C'est le cadre de toutes mes expériences sensibles. À chaque fois que je vois quelque chose, je le vois dans un espace et je le vois dans un temps. N'importe quelle perception sensible, d'une certaine manière, obéit aux formes de l'espace et du temps. Mais s'il y a bien une chose que je ne perçois pas, c'est l'espace pur et le temps pur. Autrement dit, je vois les choses dans l'espace, je les perçois dans le temps, mais je ne perçois pas le temps et je ne perçois pas l'espace. Ce sont des formes. C'est le cadre dans lequel j'ai ces perceptions, mais précisément, je n'arrive pas à percevoir ces cadres. Je ne perçois pas l'espace. Je perçois des objets qui sont extérieurs les uns aux autres, mais je ne perçois pas cette extériorité. Je peux compter 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, mais je ne perçois pas le temps en soi. C'est la forme de toutes mes perceptions, l'espace et le temps, mais je ne perçois pas directement cette forme. Okay. Et donc, ça, c'est ce qui est a priori, c'est-à-dire ce qui précède toute expérience. Ce que Kant appelle l'a posteriori, c'est précisément le contenu de cette expérience. Voilà. La seconde faculté qui me permet de connaître le monde extérieur, les phénomènes, la seconde faculté qui me permet de connaître le monde phénoménal, c'est l'entendement. L'entendement. L'entendement, c'est la faculté qui permet de construire des concepts. Alors, de la même manière qu'il y a des formes a priori de la sensibilité, il y a des formes a priori
du concept, de l'entendement plutôt. Il y a en gros 4 grandes catégories. En fait, on revient à ce que Aristote disait il y a bien longtemps, à peu de choses près. La quantité, la qualité, la relation et la modalité. En gros, ces catégories vont me permettre de penser le réel, mais ce ne sont pas, de la même manière que les formes a priori de la sensibilité ne font pas l'objet d'une perception sensible, elles ne font pas l'objet d'une connaissance, ces formes, ces catégories de l'entendement. Et donc, si je résume, que puis-je connaître? Que puis-je connaître? Je peux connaître des phénomènes, c'est-à-dire des objets, des perceptions sensibles, dont la matière, ça sera la sensation, et la forme sera le concept. La sensation, la perception sensible, l'expérience sensible. Et la forme, ça sera le concept. Alors, le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a une troisième faculté qui euh, intervient dans la connaissance, et c'est la raison. La raison qui n'est pas l'entendement. Qu'est-ce que la raison? La raison, c'est une faculté qui produit des idées c'est-à-dire des concepts qui ne correspondent à aucune intuition sensible, à aucune perception sensible. Et ces idées, j'arrive tout de suite, je finis simplement ça. Ces idées sont produites nécessairement par la raison, pour donner un sens à certains phénomènes. Je prends votre question tout de suite.
Parce que sinon je m'embarque. C'est sûr de sûr? Ok. Normalement, un concept correspond à une perception sensible. J'ai un concept de voiture, j'ai un concept de chaise, j'ai un concept de Jean Castex. Oui, parce que, hélas, parfois j'ai des perceptions sensibles de Jean Castex dans l'espace et le temps. Et donc j'ai formé un concept. Euh, mais qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que c'est que ces concepts qui ne correspondent à aucune intuition sensible, aucune perception sensible? Alors vous me direz, il y a les saints, et en particulier les mystiques, qui peuvent avoir des perceptions sensibles de Dieu. Alors, quand on regarde de près les textes de Sainte Thérèse d'Avila ou de Saint Jean de la Croix, ce sont des perceptions qui sont en dehors de tout espace et de toute durée. Donc, ce ne sont pas des perceptions sensibles précisément. Ok. Quant à l'univers, par définition, quant à l'univers, on n'en a pas de perception sensible. On a des perceptions de partie d'un tout qu'on n'apercevra jamais. Mais simplement, la raison va postuler l'existence d'un tout, l'existence d'un univers, l'existence d'une totalité qu'on ne peut pas percevoir. En gros, une idée, c'est une catégorie qui s'émancipe de toute expérience sensible. Pourquoi je vous ai fait ce cours sur la philosophie de la connaissance de Kant? Parce que Kant va dire que le bonheur est à la fois un concept, parce que la notion que j'ai du bonheur provient de l'expérience sensible, et donc à ce titre c'est un concept, mais c'est aussi une idée, c'est-à-dire la représentation d'un maximum et d'une totalité qui ne correspond à aucune expérience sensible. Donc en fait, le problème du bonheur, c'est que c'est à la fois quelque chose qui vient de l'expérience, que je sens, que je perçois, et en même temps, c'est aussi un idéal que je ne percevrai jamais et dont je ne ferai jamais l'expérience en tant qu'idéal. Alors, on va lire ce texte. Ça sonne à quelle heure? Dans 10 minutes? On a le temps de le lire. Mais vous allez voir, il fallait faire cette distinction sous peine d'être perdu. Mais par malheur, le concept du bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont dans leur ensemble empiriques, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience. Autrement dit, le bonheur est un concept. Et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire. C'est-à-dire que le bonheur est un idéal. Or, il est impossible qu'un être fini, si perspicace et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut ici véritablement. Veut-il la richesse? Que de soucis, que d'envie, que de pièges ne peut-il pas, par là, attirer sur sa tête? Il suffit de voir un roman d'Agatha Christie. Tiens, il y a une vieille riche ou un vieux riche qui se balade dans un train. Clac! Veut-il beaucoup de connaissances et de lumière? Peut-être cela ne fera-t-il pas, peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus pénétrant pour lui représenter d'une manière d'autant plus terrible
les maux qui, jusqu'à présent, se dérobent à sa vue et qui sont pourtant inévitables, ou bien que charger de plus de besoins encore ses désirs qu'il a déjà bien assez de peine à satisfaire. Et donc ce que dit Kant ici, c'est peut-être que l'ignorance, c'est la félicité, et qu'il en faut effectivement peu pour être heureux. Veut-il une longue vie? Qui lui répond que ce ne serait pas une longue souffrance? Veut-il du moins la santé? Que de fois, l'indisposition du corps a détourné d'excès ou aurait fait tomber une santé parfaite. Quand on est de nature un petit peu fragile, on fait attention à soi, alors que quand on est en bonne santé, on prend des risques insensés. Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude, d'après quelques principes, ce qui le rendrait véritablement heureux. Pour cela, il lui faudrait l'omniscience. On ne peut donc pas agir pour être heureux, d'après des principes déterminés, mais seulement d'après des conseils empiriques, qui recommandent par exemple un régime sévère, l'économie, la politesse, la réserve, etc. Toutes choses qui, selon les enseignements de l'expérience, contribuent en thèse générale, c'est-à-dire d'après un préjugé, pour la plus grande part au bien-être. Il suit de là que les impératifs de la prudence, à parler exactement, ne peuvent commander en rien, c'est-à-dire représenter des actions d'une manière objective comme pratiquement nécessaires, qu'il faut les tenir plutôt pour des conseils que pour des commandements, de la raison. Le problème qui consiste à déterminer d'une façon sûre et générale quelle action peut favoriser le bonheur d'un être raisonnable est un problème tout à fait insoluble, c'est-à-dire sans solution. Il n'y a donc pas à cet égard d'impératif qui puisse commander, au sens strict du mot, de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur est un idéal non de la raison, contrairement au devoir en fait. Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination, fondé uniquement sur des principes empiriques, dont on attendrait vainement qu'ils puissent déterminer une action par laquelle serait atteinte la totalité d'une série de conséquences, en réalité infinies. C'est pas exactement du Nietzsche, hein. C'est pas tout à fait le même style. Mais on pourrait dire aussi que c'est un peu plus rigoureux. Alors, euh, je vais m'arrêter là. Les pauvres, quand ils vont reprendre la semaine prochaine, là, ils vont reprendre là-dessus. Ça va piquer. Alors, si vous êtes en contact avec vos camarades, vous leur dites de bien regarder cette vidéo.